toutes, bonjour à tous. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel Act for Gaz Live Manager qui se déroule, comme son nom l'indique, en live. Et donc, vous pourrez très rapidement poser toutes vos questions en direct et on y répondra ensemble. Bonjour Laurence Porrier-Tietz. Bonjour Sandra. Bonjour Jérôme Chambin et bonjour à Bonjour. vous Thierry Foy. Merci Bonjour. d'être là ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture client. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, Laurence. Pourquoi est-ce que vous teniez à réunir tous vos managers aujourd'hui pour parler de la culture client? Quoi de neuf? Eh bien écoutez, parce que la semaine prochaine, on aura un premier événement donc sur le sujet de la culture client qu'on a appelé Act for Clients, qui va se dérouler les 26, 27 et 28 septembre. Donc, dont l'idée est d'impulser encore plus une démarche de satisfaction client, d'écoute client dans l'entreprise. Et donc, mon souhait, c'était qu'on puisse donner ce petit temps d'avance aux équipes, aux managers, de manière à ce que dès la semaine prochaine, ils puissent s'impliquer et puis savoir ce qu'on aura pendant ces 3 journées pour mieux le préparer avec leurs équipes. Alors, on va revenir un petit peu sur justement ce qui va occuper ces 3 journées dans un instant, mais peut-être déjà, je me mets à la place des managers qui écoutent. Mine de rien, la culture client, on ne part pas de zéro d'une certaine façon. Pourquoi ce temps fort? Qu'est-ce qu'il y a, sur quoi on s'appuie finalement? Oui, c'est vrai, absolument pas. On n'est pas novice en la matière. D'ailleurs, dans le projet d'entreprise vers l'avenir, en 2018, il y a un axe vers les clients avec lequel on a lancé un chantier accueil client qui a donné la création des 5 promesses clients, dont on est d'ailleurs plutôt satisfait parce que ça donne des premiers résultats. Donc ça veut dire qu'on a une impulsion qui existe dans l'entreprise. Mais ma conviction, et celle qu'on a eue avec le COMEX, c'est de se dire le contexte aujourd'hui est tel que c'est très important pour toutes les entreprises, donc GRDF aussi, d'avoir une connexion avec ses clients parce qu'on est dans une crise particulière et parce que c'est aussi notre rôle en termes de fidélisation, de gestion de notre portefeuille, d'avoir cette présence et finalement de s'améliorer dans nos gestes, dans nos pratiques, grâce à l'écoute, gagner en agilité. Donc voilà, on a un vrai sujet de culture client qu'on a envie en fait de faire rentrer dans l'entreprise, un peu comme dans notre ADN, il y a déjà la sécurité. Je rebondis sur ce que vous disiez il y a un instant. Vous évoquiez très rapidement le moment qu'on est en train de traverser. Vous dites en temps de crise. C'est vrai qu'on n'est pas dans un moment neutre. Alors, on parle partout et on vit d'ailleurs ce sujet qui est la sobriété énergétique. Il y a la hausse du prix du gaz que les gens subissent, vivent. Donc, ce sont des vrais sujets d'actualité. Comment est-ce que vous éclairez vous-même le contexte dans lequel on est aujourd'hui? Quelle est votre vision que vous pouvez aussi partager avec les managers? Je crois, il faut quand même se le dire, hein, pour les plus anciens dont je fais partie dans le monde de l'énergie, il n'y a jamais eu un moment où on trouve autant d'aspects sur les énergies qui viennent se percuter en même temps. Donc c'est d'abord les prix. Et on l'a connu en gaz à partir de l'année dernière, à peu près à ce moment. Ensuite, bien sûr, tous les impacts de la guerre en Ukraine, hein, de l'invasion d'Ukraine par la Russie, qui a tout de suite amené les questions autour de y aura-t-il du gaz cet hiver, le rationnement du gaz. Et puis, encore plus récemment, mais maintenant très présent, l'électricité, le parc nucléaire qui n'est pas à la bonne disponibilité et la probabilité de coupure. Donc, on a les prix, je dirais la question de la disponibilité des énergies, dans un moment aussi où on a le contexte climatique, donc la nécessité de décarboner, d'aller vers une neutralité carbone. Je pense que l'été, avec les feux et tout ce qui a pu être vu dans des endroits où jamais c'était produit, a encore plus montré l'urgence. Donc voilà, tout est réuni en ce moment pour avoir et faire de l'énergie un sujet absolument phare pour tous, alors pour nos clients, les particuliers, pour les entreprises avec beaucoup d'inquiétudes, notamment sur les prix, pour les collectivités locales. Donc globalement, tout le monde en parle. Oui, d'ailleurs, on a fait un JT qui est paru hier, qui est assez intéressant, avec Nicolas Goldberg, qui rajoute aussi des éléments par rapport à tout ce qui a besoin d'être déchiffré sur la situation actuelle. Mais vous, GRDF, vous faites quoi par rapport à tout ça? Alors, je rebondis sur le JT pour conseiller à tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu
de le regarder, parce qu'effectivement, Nicolas Goldberg et Nathalie Médialet de GRDF ont pu avoir ce JT. Et c'est très intéressant de voir quelles sont finalement leur analyse, l'analyse. Ça vous permettra, manager, d'avoir des éléments pour échanger là-dessus avec vos équipes, parce que forcément, les collaborateurs s'inquiètent et c'est assez logique. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On est sollicité évidemment dans cette crise du passage de l'hiver par le gouvernement. Et il y a plusieurs mesures qui sont déjà mises en place, comme le délestage. Il y a eu un décret délestage. Donc nous, on a réalisé l'enquête auprès des clients. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y aura des mesures d'interruptibilité qui vont être aussi mises en place. Ça concerne plus les gestionnaires de transport, mais probablement que les gestionnaires de distribution seront sollicités. Et puis, il y a aussi un mécanisme de rationnement que le gouvernement, enfin en tout cas la ministre étudie et pour lequel on est aussi en cours de travail et on est sollicité. Donc voilà, on est pleinement dans la gestion de la crise, je dirais, comme tous les opérateurs électricité et gaz, transport et distribution. Jérôme Chambin, je rebondis un petit peu par rapport à tous ces éléments de contexte posés là par Laurence. Forcément, ce contexte a un impact, et on le sait chacun individuellement, sur les clients. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? L'impact est vraiment très présent. Nous, on le voit parce que la filière gaz, les installateurs, les SAVistes, tous les gens qui sont au contact des clients tous les jours nous disent, là, on a face à nous des gens qui ne comprennent plus. Il y a trop de données, comme le disait Laurence, trop de choses à analyser, trop de choses à voir. Et donc les gens sont un peu perdus sur finalement leur choix énergétique. Que faire? Est-ce qu'on doit abandonner le gaz? Est-ce qu'on doit se mettre sur l'électricité alors qu'on voit les prix qui flambent? Est-ce que toutes ces questions-là, les gens sont un peu perdus. Et donc on a besoin, nous, d'être là, d'être présents pour ces clients, d'être en mesure, en tant qu'experts de l'énergie que nous sommes, d'être en mesure de décrypter en réalité toutes ces tendances pour les accompagner. Voilà. Alors, pas forcément pour les convaincre d'aller sur une énergie ou l'autre, on n'est pas des vendeurs, mais au moins qu'on soit là pour leur dire la vérité des choses. Il y a beaucoup de fake news, on entend beaucoup de choses. On entend tous les jours dans les journaux nous dire il n'y aura pas de gaz cet hiver. C'est vrai, on doit préparer, mais globalement, aujourd'hui, on sait qu'en début d'hiver, on aura du gaz cet hiver. Pour le grand public, pour monsieur et madame tout le monde, il n'y aura pas, a priori, de risque de coupure. On en est pratiquement sûr. Donc il faut savoir avoir les éléments de langage pour dédramatiser et ne pas avoir peur du client pour aller lui expliquer ces choses. Et ça, c'est très important parce que ça joue dans la fidélisation de nos clients. S'ils se sentent accompagnés par des experts que nous sommes, ils auront plus tendance à se dire « voilà, je peux leur faire confiance, ils sont là, j'ai envie de rester avec eux ». Et ça, c'est important. C'est très important parce que, malheureusement, le contexte, tous ces éléments viennent heurter aujourd'hui assez violemment notre portefeuille client. Il ne faut pas se le cacher, il faut qu'on en ait tous conscience. On parle aujourd'hui d'un solde client négatif de 100 000 clients. 100 000 clients nous ont quittés depuis le début de l'année. On ne l'avait pas vu. C'est beaucoup. C'est beaucoup, on ne l'avait pas vu depuis des années. Et il faut bien évidemment qu'on puisse réagir à ça. Alors certes, ce n'est pas une surprise, parce qu'on savait que dans ce contexte très compliqué, on allait probablement avoir une perte de clients. Mais il faut tous qu'on soit bien conscients que nos actions au quotidien, dans notre façon de poser nos actes professionnels, dans notre façon d'adresser les clients, tous ces petits signes sont des engagements absolument nécessaires pour faire en sorte que les clients soient réconfortés dans leur usage du gaz et n'aient pas envie de le quitter. C'est absolument crucial. Et donc, ce Hack for Clients, ce moment fort, il est très important de le partager avec l'ensemble des équipes parce qu'on est tous acteurs. Et d'ailleurs, on le ressent. Je veux dire, je pense que tous, à titre individuel, aujourd'hui, il n'y a plus une journée sans qu'on ait une question d'un voisin, d'un ami, de notre famille, en disant « mais qu'est-ce qui va se passer cet hiver ?» Et il faut qu'on puisse être en mesure de parler, d'apporter des réponses, d'écouter en réalité nos clients, de comprendre leurs problématiques, leurs angoisses, et d'apporter des réponses, parfois sur une explication générale, et parfois sur des choses qui nous sont propres, être capable de leur expliquer ce que nous, on a à faire, ce que nous, on peut leur apporter. Donc l'écoute des clients,
une écoute attentive est absolument cruciale dans ces moments de tension. Est-ce que vous dites, Jérôme, savoir leur parler, savoir les entendre? Je vous propose d'ailleurs tout de suite que nous écoutions ensemble quelques retours clients pour entendre dans le fond ce qu'il faut vraiment retenir de ce qu'ils disent. Il s'agit d'un extrait de témoignage client de GRDF remonté par les écoutes clients. On regarde. Le technicien m'appelle pour me dire qu'il arrive dans 5 minutes. Je lui indique que j'arrive au plus vite. Pourtant, quand j'arrive 6 minutes après, il est déjà reparti. Je devais vous attendre de 9h à 12h. Par contre, vous, pour m'attendre 1 minute sur le lieu de l'intervention, c'était trop. Le technicien devait me contacter 30 minutes avant d'arriver et pas 5. Je n'ai pas la chance d'avoir un hélico ou de savoir me téléporter. J'ai été super impressionnée par la rapidité d'exécution après que j'ai appelé le service accueil. J'ai trouvé que c'était super qu'on m'aide à remettre en service mes appareils. L'intervenant était très sympa et j'ai trouvé qu'il était très compétent. On a fait un rendez-vous technique pour définir l'emplacement du coffret et il était convenu qu'il soit encastré dans le mur de la clôture. Or, il a été posé sur le mur et pas encastré. En plus, il a été abîmé lors de la pose. C'est vraiment pas du tout de la bonne qualité. Et l'écoute des souhaits de vos clients, ça fait apparemment pas partie de vos priorités. De mon côté, la prise en charge a été immédiate, que ce soit lors de mon appel téléphonique que de l'intervention du technicien. Une réactivité dans l'heure qui nous a permis de retrouver le gaz très rapidement. Merci à vous. J'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir des informations de la part du chargé d'affaires. Il y a eu beaucoup de retard, des interventions reportées et on ne m'a pas prévenu. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on m'a pas laissé dans le noir. J'ai reçu une explication technique sur l'origine de la panne et sur le déroulement de l'intervention. Enfin bref, le technicien était compétent et à l'écoute. Le technicien n'a pas vérifié que le gaz était bien réouvert après l'intervention. J'ai dû rappeler pour qu'il revienne car ma chaudière et ma plaque de cuisson ne marchaient pas. C'est vraiment rare de nos jours, mais j'ai eu la chance de tomber sur un interlocuteur vraiment très à l'écoute. J'avais demandé au conseiller que le technicien ne sonne pas chez moi parce que c'est l'heure à laquelle mon bébé fait sa sieste, mais plutôt qu'il m'appelle sur mon téléphone, et ma demande a été respectée. J'ai dû prendre une demi-journée pour le passage du technicien et personne n'est venu. Personne. J'ai attendu toute la matinée, j'ai reçu aucun appel et pourtant, l'intervention a apparemment été faite. J'ai juste reçu un SMS me disant que le technicien était passé. Je trouve ça un peu léger. Merci pour la demi-journée de congé perdu. Les infos étaient claires, délivrées avec beaucoup de sérieux. La personne avec qui j'ai échangé au téléphone, elle était vraiment très agréable. Vraiment, merci beaucoup pour cet accueil. Voilà pour toute cette vidéo que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la plateforme Act for Clients la semaine prochaine avec d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 14h en direct et que si vous avez des questions à adresser à Laurence, à Thierry, à Jérôme, eh bien il faut les écrire dès maintenant et comme ça je m'en ferai relais dans un instant. Thierry, je me tourne vers vous. On a entendu ces témoignages. Qu'est-ce qui vous inspire ? Déjà, je suis ravi qu'on ait pris le temps de les écouter parce que je pense que c'est crucial. On a vraiment construit la progression de la relation client à GRDF autour d'une écoute client de qualité. Et on voit que c'est parfois confrontant sur des choses qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement, parfois confortant sur des choses qui font sens pour le client et qui ont de la valeur pour lui. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que cette écoute client soit au centre des discussions dans les équipes. Et je pense qu'on a une vraie occasion avec le temps fort la semaine prochaine, là je pense aux managers, de mettre ces dispositifs d'écoute au cœur des débats dans chaque collectif de terrain, parce que c'est en échangeant autour de ce qui va bien à conforter et ce qui va mal à corriger qu'on va progresser, qu'on va continuer de progresser. Pour être bien clair, ce collectif de terrain dont vous parlez, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va faire pour prendre le temps d'analyser des commentaires comme ça de ces vidéos? Comment ça va se Alors, faire? je pense qu'il y a quelque chose qui est assez facile à organiser, c'est le petit déjeuner, le café autour justement d'un matériel qui est à disposition à travers des kits qui sont fournis par la plateforme. Et je dirais que c'est le temps d'échange, comme on en a l'habitude sur des sujets cadres de sécurité. Laurence disait qu'il y avait un ADN sécurité qu'il fallait transposer en un ADN client. Je pense qu'on peut reproduire ces habitudes qu'on a en termes de management sur le terrain pour faire du client le sujet de discussion cette fois-ci, autour de ces objets qu'on peut mettre à disposition. Donc, vous préconisez un quart d'heure client la semaine prochaine, pendant les 3 jours de Act for Clients. Ouais, je dirais que c'est presque service minimum. Mais après, si je peux demander un petit peu plus... n'hésitez pas, ils sont là pour vous et on est là pour ça. J'en profite. On a souvent entendu parler, et certains l'ont fait, des fresques du climat où on s'est collectivement engagé à décrire comment on voyait l'enjeu climatique dans un collectif. On va faire la même chose sur la fresque du client. Et là aussi,
Il y a un kit qui a été construit, qui a été mis à disposition des régions. Vous êtes 360 volontaires à avoir pris ces kits en main pour les décliner la semaine prochaine au moment du temps fort. Donc ça, c'est plutôt un engagement collectif un peu plus long en termes d'engagement. Et justement, pour cet engagement encore plus long, le programme Act for Clients, c'est un programme sur un temps long qui a vocation à se développer dans le temps. Comment on procède pour ça ? Alors effectivement, les 3 jours de la semaine prochaine sont très importants, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit plutôt le départ d'une dynamique qui soit au quotidien dans l'esprit des managers et de chaque collectif. Alors qu'est-ce qu'on a construit ? On a construit finalement une première étape qui est de clarifier les attendus de GRDF en termes d'orientation client. Et ça, on les partagera en détail la semaine prochaine pendant le temps fort, mais c'est une première brique très importante. Et puis ensuite, on aura une box qui va être mise à disposition qui permet de s'évaluer et de progresser par rapport à l'écart éventuel que l'on a par rapport à ces attendus. On a également une vigie client qui va être régulièrement mise à disposition, qui permet de mesurer la performance de GRDF autour de la relation client. Et puis tout ça, c'est un portail, et c'est important de dire que ce portail, ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est quelque chose de très collaboratif. Les initiatives terrain sont les bienvenues pour enrichir le portail. Il faut que ce soit votre outil autant que celui du national. Et donc cette plateforme qu'on vient de voir là apparaître à l'écran, elle sera accessible dès lundi prochain justement pour pouvoir animer tout ce que vous devez ou souhaitez animer pendant ces 3 jours. On a bien compris la philosophie, on a bien compris les outils sur le temps long. Laurence, j'aimerais qu'on se concentre maintenant sur ces 3 jours. Quelles sont vos attentes d'une certaine façon par rapport aux managers pendant ces 3 jours-là ? Finalement, j'attends que les managers se saisissent à la fois de tous les outils qui viennent d'être décrits par Thierry pour installer des échanges avec leurs équipes, pour aussi se challenger sur leur pratique, la pratique de leurs collaborateurs, et puis installe des moments où on va regarder les insatisfactions clients, les verbatim, comme on le disait. Donc c'est un moment qu'on veut là, avec 3 jours de démarrage, de lancement, une plateforme, mais qui doit se reproduire ensuite, je dirais, tout au long de l'année avec les équipes. Voilà, c'est pas seulement ces 3 jours et puis on a terminé. Voilà, on a une vraie démarche qu'on amplifie, je disais tout le début, qui est existante, mais qu'on souhaite amplifier, et en particulier dans ce contexte de crise. Donc vraiment, c'est à nous de s'emparer de ça, et ça me paraît, pour les managers, là c'est la rentrée, finalement, c'est là aussi le retour des équipes, voilà, de partager cela et de savoir pour qui on travaille, d'écouter la voix du client, c'est toujours extrêmement dynamisant. Je ne connais pas une entreprise qui puisse s'en passer. Ce que vous disiez en préparant aussi ce direct, vous me disiez juste avant de commencer, en fait ça marche vraiment. C'est temps fort. D'ailleurs, il y a eu une expérience témoin qui a eu lieu là. Ah oui, alors on a fait tester finalement, parce que vous voyez bien qu'on a là un ensemble de vidéos, de la box, donc tout ça, on ne peut pas livrer ça à tout le monde sans avoir un peu regardé ce qui fonctionne. Et c'est la région Nord-Ouest, effectivement, qui a testé les choses la semaine passée pour se rendre compte de comment les choses se passent quand on évoque ça avec les équipes. Et on a eu d'excellents retours, à la fois sur la satisfaction des collaborateurs, à échanger des sujets de quotidien, chacun pouvoir partager son expérience, récupérer celle des autres. Et donc voilà, ça veut dire que ça donne des temps d'échange sur un sujet capital pour l'entreprise, autour de nos clients, notre portefeuille client, la fidélisation, comme Jérôme l'a expliqué. Et ça, c'est à la main des managers avec les outils. Voilà, donc le premier essai de Nord-Ouest, on nous a dit qu'il était concluant. Donc je ne doute pas qu'il soit concluant chez chacun des managers dans son équipe. Thierry, comment est-ce que les managers vont être accompagnés pour le temps de ces 3 jours de Act for Clients ? Alors, le portail est vraiment le cœur du dispositif. Ouais. Vous allez y trouver le matériel pour animer vos collectifs. Et puis, on a tout un dispositif en back-office. Vous pouvez interpeller les équipes nationales d'Act for Clients pour qu'elles vous aident à retrouver vos petits dans toute cette proposition qui est fournie. Et puis, je dirais qu'à l'inverse, on compte sur vous. S'il y a des bonnes pratiques qui n'apparaissent pas dans les matériaux qu'on diffuse à toutes les régions, n'hésitez pas à proposer d'enrichir la plateforme pour que d'autres profitent de ce que vous avez mis en place chacun chez vous. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe au temps de questions-réponses. Alors, est-ce que parmi vous, certains ont commencé à adresser des questions ?
Eh bien, j'essaye de regarder là le retour sur ma petite tablette. Qu'est-ce qui remonte? Ah, voilà, une première question pour Laurence. Qu'est-ce que vous attendez des managers pour faire vivre cet événement toute l'année, Laurence? Qu'ils utilisent, enfin on l'a un peu déjà dit, hein, qu'ils utilisent maintenant cette nouvelle boîte à outils, que ça devienne la voix client, que ça devienne vraiment quelque chose qui soit dans notre ADN et qu'on s'en préoccupe. C'est-à-dire, moi j'ai en tête par exemple que, enfin je crois qu'il y a certaines réclamations clients qu'on traite d'ailleurs très bien quand elles arrivent, qui parfois pourraient être évitées en amont. C'est-à-dire, voilà, parfois on sait qu'on a répondu à un client, on a bien compris quand on a raccroché, quand on l'a quitté, peut-être il n'est pas complètement satisfait. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on attend qu'il interpelle ou qu'il écrive ou qu'il intervienne à d'autres niveaux? Peut-être qu'on a la capacité, en rentrant à l'agence ou avec son manager, de se dire, bon, cette situation, il faut qu'on la traite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable d'y aller plus tôt? Est-ce qu'on est capable de... Donc voilà, je pense que ça, ben oui, pourquoi pas? Après avoir trouvé une solution, oui, on le rappelle. Donc ça veut dire que c'est un état d'esprit, vous voyez. Et donc ce que j'attends des managers, c'est de faire vivre cet état d'esprit tout au long de l'année. Une question pour vous, Thierry. Comment se positionne Act for Clients en complément des actions d'animation des régions par les métiers? Abscisse, ordonnée, je comprends bien la question. Et d'ailleurs, la réponse est dans la question. C'est bien complémentaire. On sait que les métiers animent l'activité de GRDF sur différents axes au national et en région. Souvent, on lance des dynamiques, on porte des nouvelles prescriptions, des nouvelles dynamiques qu'on veut déployer sur les différentes régions. Et pour autant, on sait que si on le fait très bien à T0, parfois, l'enrichissement au quotidien, la piqûre de rappel, le petit rafraîchissement de ce qu'on attend sur tel ou tel sujet, et ce qu'on fait peut-être un peu moins bien. Et Act for Clients sert à ça. C'est vraiment l'outil du quotidien pour se rappeler les essentiels autour de telle ou telle démarche que GRDF a initiée, peut-être il y a 15 jours, peut-être il y a 15 mois. Et l'idée, c'est qu'on ait ces petits outils très pragmatiques pour que le quart d'heure client, autour d'un enjeu de fidélisation, autour d'un enjeu de programmation d'intervention, autour d'un enjeu d'acheminement, soit facile à rafraîchir pour tout le monde sur le terrain. Donc c'est vraiment très complémentaire. Jérôme, que pensez-vous des actions fidélisation menées par les DR et DCT auprès de vos clients, enfin de nos clients, mais moi je dis de vos clients? Elles sont absolument nécessaires. Elles sont primordiales dans notre mécanisme et il faut vraiment pouvoir continuer à insister sur ces actions. Il n'y a pas mieux pour fidéliser quelqu'un que le contact. Donc les équipes locales qui ont la chance de rencontrer nos clients régulièrement, il faut qu'elles soient là, il faut vraiment qu'on ait ces actions. Donc c'est absolument nécessaire. Et moi je tiens à souligner qu'il y a eu vraiment une capacité de toute l'entreprise à se tourner dans cette culture fidélisation très rapidement. Ça fait 18 mois et on sent vraiment qu'on a réussi à prendre le tournant. Maintenant, il faut qu'on cultive, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on creuse, qu'on analyse aussi. C'est une démarche qui est un peu nouvelle pour nous. On a fait beaucoup de choses. Il y a peut-être des choses qu'il faut un peu modifier dans notre façon de faire, d'autres qu'il faut approfondir. Tout ça, c'est l'équipe nationale qui, avec les régions, bien évidemment, va y travailler. En tous les cas, c'est crucial et c'est bien là que ça se passe. C'est bien là que ça se passe. Donc il faut absolument continuer à accélérer sur ces actions sur le terrain. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On est ensemble encore 20 minutes normalement, donc que ce soit des questions d'analyse ou plus pratiques ou plus tutoriels sur comment ça va se passer les 3 jours. La semaine prochaine, n'hésitez pas. D'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Jérôme, vous parliez des 100 000 clients perdus. Il y a une question qui vous est adressée, Laurence, dans le contexte. Est-ce que c'est inquiétant, après tout? Jérôme disait 100 000 clients en moins, c'est beaucoup. Est-ce que ça vous inquiète? Alors c'est vrai que c'est beaucoup, 100 000 clients, c'est le chiffre à date. Alors on verra à combien on peut aboutir en fin d'année. Mais c'est beaucoup parce que ça faisait très longtemps que GRDF n'avait pas connu un solde de clients aussi négatif, notamment parce que la RT 2012 nous avait été favorable. Donc on avait une dynamique très forte jusqu'à l'année dernière de branchement gaz, de renouvellement, enfin voilà, on avait, et de conversion, fuel gaz en particulier. Bon.
Ce que je crois, c'est qu'il faut, raison garder. On est dans un moment, et on l'a dit tout à l'heure, compliqué sur cette crise énergétique, finalement, qu'on n'a pas vu venir, qui est large. Et donc, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Alors, en ce moment, évidemment, quand on s'inquiète beaucoup, on est moins à la manœuvre et les gens sont plutôt en repli. Donc, ils ne prennent pas de décision de changement de chaudière, ils hésitent sur l'énergie. Donc, moi, ce que je crois, c'est que ce moment-là va sans doute durer l'année, mais qu'ensuite, on sait qu'en France, il y a 3 millions de chauffages au fioul, dont 1 million à proximité des réseaux gaz, qui ne resteront pas au fioul. Donc, des conversions fioul-gaz, on en aura donc à faire. Je crois que le prix du gaz, peut-être qu'il va être plus élevé que ce qu'on a pu connaître les années précédentes et de manière, je dirais, depuis longtemps, mais il reviendra à des niveaux beaucoup plus bas que ceux qu'on a. Et donc, concrètement, on aura des choix en faveur du gaz. Et puis, il y a des produits nouveaux comme la PAC hybride gaz qui donnent vraiment satisfaction et qui sont en plein essor. Enfin, on démarre. On a maintenant un certain nombre de professionnels qui sont formés. Donc, ça veut dire qu'on va passer cette période de creux et on la passe, on la vit actuellement. Alors, elle est compliquée pour les équipes, parce que je disais, il y a moins d'1 an, on avait des tas de branchements gaz à faire. On se demandait même comment on allait pouvoir répondre aux besoins des clients avant l'arrivée de l'hiver. Et là, bon, on a été totalement en repli. Mais voilà, cette période, on la vit actuellement, mais on repartira, j'ai la conviction qu'on repartira. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la main des clients. Il ne faut pas lâcher la main des clients pendant cette période. Il faut savoir les conseiller, il faut savoir répondre à leurs attentes. Et puis, à un moment ou à un autre, voilà, ils vont se décider et conforter leur choix. Et donc, ça repartira dans le bon sens. Thierry, vous nous avez parlé des attendus. Et donc, il y a une question qui vous est adressée. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Alors, merci pour la question, parce que pour moi, les attendus, c'est le cœur de l'enjeu. Ils ne tombent pas du ciel. C'est l'écoute client qui nous permet de capter les attentes des clients et donc qu'on traduit en attendus dans une logique plutôt d'ordre de marche qu'on se donne collectivement. Ils ont été aussi construits par beaucoup d'ateliers en région, au niveau des équipes nationales. Et je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, je l'espère. L'idée, c'est qu'on a essayé de construire des attendus qui parlent à tout le monde, qu'on soit au contact du client ou qu'on soit dans des fonctions plus de back-office, support. Je pense à des acheteurs qui peuvent négocier des contrats qui, selon qu'ils sont bien ou moins bien ficelés, vont aider ou pas à être performants sur le terrain auprès du client. Donc les attendus qu'on a construits répondent normalement à toutes les populations de GRDF de façon très large. Au-delà de ça, on va construire des attendus par population. On va décliner ces principes génériques en attendus plus précis par population. Ça veut dire quoi par population ? Alors, je suis technicien gaz. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi j'identifie le client, je le connais. Je suis conseiller clientèle sur un plateau. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ce n'est pas forcément la même réponse. Donc l'idée, c'est qu'on ait un socle commun, une culture commune de ce qu'on attend de chaque collègue de GRDF vis-à-vis du client, mais qu'on ait aussi une déclinaison très opérationnelle par population qui permette qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur finalement ce qu'on attend de moi. Et je reviens sur le portail. Je vais retrouver ces attendus pour ma population dans le portail. Je vais avoir la box qui me permet de m'évaluer par rapport à ces attendus. Et puis le petit tuto qui va bien pour aller combler le petit écart que j'ai identifié entre ce qu'on attend de moi et ce que je sais faire aujourd'hui. Je vous propose, je passe à la question qui suit parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont posées et il y a énormément de participants. D'ailleurs, là, vous êtes 625 en direct face à nous, là, direct en live. Donc, je vous l'adresse, Jérôme, la question qui suit. Que fait-on pour nos clients et en l'occurrence les industriels ? Il est vrai que dans le JT, on évoquait la question du délestage où les clients particuliers étaient protégés, les industriels peuvent être plus visés. Qu'est-ce que vous faites pour les industriels ? Nos clients industriels, effectivement, se posent beaucoup de questions en ce moment. Ouais. Alors, ce n'est pas tant sur leur choix d'énergie, parce que dans beaucoup d'industries, les process sont au gaz, et donc on a quand même des gens qui sont assez fidèles à l'énergie. Pour autant, les prix de l'énergie sont une vraie question pour eux. Les questions de délestage aussi les inquiètent beaucoup parce qu'on le sait, en gaz, c'est effectivement les industriels qu'on coupera si jamais on devait couper des gens pour préserver le grand public. C'est plus facile après pour remettre en gaz, etc.
Donc ils nous interpellent beaucoup, ils nous posent des questions. Donc les délégués marché d'affaires et leurs équipes partout en région sont à la manœuvre. On voit beaucoup de monde. C'est une belle opportunité en réalité ces moments-là parce qu'on rentre en contact peut-être avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir assez souvent. Parce que nos clients industriels, ils sont multiples, ils sont très nombreux. Ils sont dans des secteurs industriels très divers. Et donc, ce sont des gens qu'il faut que nous apprenions à accompagner encore plus. C'est très compliqué et on est en train de dynamiser tout ça. En région, il y a énormément d'efforts qui sont faits pour aller plus loin, plus fort sur nos clients industriels, dans leur connaissance, la connaissance de leurs enjeux, de leurs problématiques. Et puis, au niveau du national, à la demande du COMEX et de Laurence notamment, on a mis en place une cellule grand compte où une cinquantaine d'entreprises industrielles qui ont des sites un peu partout en France sont gérées bien évidemment par leurs contacts locaux dans les régions, mais également par une équipe nationale qui permet d'être sûr d'aborder le client au bon niveau de décision. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on touche. Qui est vraiment le décisionnaire dans cette industrie, qui prend le choix de l'énergie, à qui nous devons apporter nos conseils, à qui nous devons être en soutien. Voilà, et ça c'est important. Donc on a toute une démarche très forte qui s'est structurée il y a maintenant 1 an et demi et qui là aussi commence déjà à porter des fruits. Une autre démarche qui est questionnée, Thierry, la démarche client partagée avec les fournisseurs. Ce sont les premiers qui sont en contact avec les clients. Qu'est-ce que vous faites? Alors peut-être rappeler déjà que les fournisseurs sont une brique importante de nos process. Le client n'a pas un accès direct à GRDF dans certains cas, il passe par son fournisseur. Et souvent, dans l'écoute client, on percevait des difficultés dans la fluidité de l'information entre le fournisseur et le distributeur. C'est une des promesses qu'on a travaillé sur la fluidité des rendez-vous, éviter les quiproquos entre le fournisseur et le distributeur. Et c'est vrai que déjà, ils sont partie prenante de la dynamique qu'on a mise en place pour progresser vu du client. Après, je pense que le fournisseur, c'est aussi le premier client de notre progrès client. Je sais que ça tient beaucoup à cœur à Laurence que cette dynamique de progrès vis-à-vis du client soit aussi un défi qu'on expose à l'externe pour que l'externe nous engage, nous oblige à être au rendez-vous de ces progrès. Et les fournisseurs vont être les premiers clients critiques de notre dynamique en disant oui, je reconnais que vous progressez ou je ne vois pas encore les choses sur mon activité vu de ma fenêtre. Donc pour moi, c'est le premier acteur avec lequel il va falloir qu'on travaille main dans la main et puis qu'on teste finalement leur perception. Est-ce que vous voyez une amélioration ou pas vu de votre fenêtre? Laurence, il y a une question un petit peu différente, c'est sur les clients biométhane. Donc, il y a beaucoup de questions autour du client biométhane. Parmi nos clients, il y a maintenant les producteurs de biométhane. Sait-on mesurer l'impact des prix ELEC sur les projets en cours et à venir? C'est un vrai sujet, hein. C'est un peu différent de ce qu'on évoquait là, mais les producteurs de biométhane, c'est un sujet qu'on connaît parce que évidemment toute la filière et en particulier les porteurs de projets en parlent évidemment beaucoup. Parce que je pense que les producteurs de biométhane actuels ont dû contracter des tarifs qui peut-être pour l'instant n'ont peut-être pas encore beaucoup évolué. Alors, en revanche, quand ils vont devoir reprendre des contrats, peut-être qu'ils vont se retrouver face à des hausses importantes qui vont mettre à mal leur business model. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe pour ceux qui ont leur projet en cours, parce que avant le démarrage de leur projet, évidemment, ils cherchent un fournisseur et ils se retrouvent avec des prix d'énergie, des prix d'électricité pour faire fonctionner l'ensemble du contrôle commande et tout ce qui tourne autour du méthaniseur et de son organisation, qui sont très élevés. Et parfois, ça met à mal l'économie du projet qui est la leur. Donc ça, on le sait, mais actuellement, les prix d'électricité sont un peu fous. Ils sont bien plus... Vous avez entendu parler sans doute de prix spot en électricité au-delà de 1 000 € du mégawattheure. Donc c'est l'époque. Bon, ce qu'on a pour les porteurs de projets, il y a 2 décrets dont on attend la signature. Alors, ces jours-ci, ça fait déjà quelques jours qu'on dit un peu la même chose, mais clairement, on sait que c'est passé chez la ministre, Madame Pannier-Runacher, et que c'est plutôt à Bercy la signature du ministre, Monsieur le maire. Donc, il y a 2 décrets, un qui concerne les prix de l'inflation, la revalorisation de l'inflation pour les tarifs, et puis un qui concerne les délais, donc qui donnera un peu plus de temps à la durée normale de 3 ans
pour démarrer son installation. Et ça, moi, je formule vraiment le vœu que ça puisse répondre à la fois à redonner un peu la valorisation de l'inflation et donc du coup que le tarif puisse tenir compte de ça. Alors peut-être pas assez, vous me direz, pour les prix de l'énergie, mais quand même un peu. Et puis surtout que ça laisse un peu de temps et non pas que ça mette à mal les projets pour des porteurs de projets qui diraient j'y vais pas parce que je n'ai pas trouvé d'électricité à bon prix. Donc ils se laissent encore un peu de temps pour contracter des prix qui correspondent à ce qu'ils imaginaient dans leur business model. Mais c'est un vrai sujet. Comme celui des entreprises. Jérôme l'a évoqué, on a beaucoup de contacts avec les entreprises, il y a beaucoup d'inquiétudes du côté des entreprises pour les prix du gaz, mais aussi beaucoup pour les prix de l'électricité. Il nous reste quelques minutes pour aborder le plus de questions possible. On va essayer de faire vite. La MDE, c'est un axe fort pour fidéliser nos clients. Est-ce qu'on a des actions prévues à court terme? Jérôme, Thierry Jérôme. Alors, je trouve qu'on a une action qu'on a travaillée ensemble avec Thierry, effectivement, qui va prendre corps dès le mois d'octobre, à savoir que grâce à la pose des compteurs communicants, on a été capable aujourd'hui d'analyser les données de nos clients et de constater que certains sont en décalage très fort par rapport à des moyennes de consommation normales sur leur superficie d'habitation, dans une zone climatique définie, etc. Et donc ces gens, on a réussi à en dégager une base de 500 000 quand même, 500 000 personnes, dont on a l'impression qu'ils ont un dépassement pratiquement de 30% de consommation de gaz. On va leur envoyer un courrier. Et c'est la première fois que GRDF prend cette initiative de prendre contact en direct avec ses clients pour leur dire, voilà, nous, distributeurs, nous avons pu constater grâce aux compteurs communicants ce décalage avec des gens qui vivent dans les mêmes styles d'habitation que vous, dans les mêmes régions. Si vous voulez essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ce décalage, merci. Alors, on leur a donné bien évidemment un lien avec leur fournisseur, de prendre contact avec votre fournisseur ou de prendre contact avec des conseillers GRDF, parce qu'on a envie peut-être de les accompagner. Parce que ces gens, il y a trois grandes possibilités. La première, c'est qu'ils ont des équipements qui ne sont plus du tout compétitifs. Et là, bien évidemment, à nous de les accompagner pour leur expliquer qu'ils ont des chaudières haute performance qui peuvent leur faire économiser 30 à 40% très rapidement. Ça peut être un problème d'isolation de leur bâtiment. Et là, on a, nous, dans nos partenaires, la CAPEB, les artisans de la construction, qui seront ravis qu'on puisse repousser vers eux certains clients. Et puis, il y a la plateforme de l'ADEME aussi, sur la rénovation, qui sera là pour accompagner ces gens. Et puis, ça sera aussi parfois des conseils sur des éco-gestes. Et donc, on va vraiment prendre notre rôle d'acteur de service public, d'énergéticien au service de son public, de ses clients, pour essayer de les accompagner. Voilà. Et donc, ça, dès mi-octobre. Dans l'intérêt général. Petit complément, Jérôme a effectivement cité les fournisseurs comme étant un des recours possibles pour le client qui reçoit ce courrier. On a aussi pris le soin d'aller les voir et d'aller leur dire qu'on allait faire ça. On leur a montré le courrier type qu'on va adresser à nos clients. Donc ils sont au courant, ils ne sont pas tous ravis de cette initiative, mais en tout cas... Pourquoi ils ne sont pas tous ravis? Parce que ça, dans leur logique, c'est le rôle du fournisseur, ce n'est pas le rôle du distributeur. Et c'est vrai qu'on s'était aujourd'hui attaché à leur laisser ce rôle-là, mais on se dit qu'aujourd'hui, la situation est quand même très particulière. On est acteur de l'intérêt général. Voilà, on est à la veille d'un hiver qui va être compliqué. Collective. Quiconque a envie d'aider le système gazier à passer l'hiver de façon satisfaisante, quiconque a envie d'aider les clients à baisser leur facture énergétique peut agir. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de chasse gardée de territoire. Ils l'ont compris. Ils nous disent que ils sont contents qu'on les prévienne. Et puis ils nous disent, by the way, est-ce qu'on n'aura pas beaucoup d'appels de nos clients qui nous demandent de nous les aider alors qu'on ne l'a pas fait auparavant? C'est tout le défi qu'on leur lance. Il y a une question, Laurence, qui vous est adressée, et de fait, je l'aurais bien posée en question de conclusion, donc ça m'arrange. Quelle échéance on se donne pour faire le bilan du programme et acter le fait que la culture client soit intégrée dans nos pratiques? Mine de rien, c'est quoi le cap? Je pense qu'on aura de toute façon l'agenda. Des événements tous les ans. Voilà, on va rentrer dans la logique d'avoir un événement client tous les ans. Il faut se donner du temps parce que clairement, c'est
on touche à la culture, on ne change pas comme ça à la culture, on va donc avoir des inflexions. Et puis, c'est aussi le management des équipes, c'est aussi l'engagement de chacun, la volonté. Et puis, je dirais aussi un peu l'externe qui va aussi nous pousser, parce qu'on pourrait aussi se dire, quand même, on a toujours fait des choses. Et c'est vrai, mais finalement, tous les services clients sont challengés, mesurés, voilà, pour l'assurance, pour la banque, pour plein de services. Chacun, comme client, nous sommes tous, peuvent se dire, là, c'est bien, là, c'est moins bien. Donc, nous aussi, on est challengés par ça. Et finalement, moi, je me dis qu'il faut se donner peut-être 1 ou 2 années et que d'ici là, on pourrait se dire que ce qui nous ferait le plus plaisir, en tout cas, moi, je le considère presque comme un challenge pour les équipes, c'est qu'on soit reconnu, qu'on le reconnaisse. La qualité du service client de GRDF soit reconnue. Vous savez, il y a des prix qui sont décernés. Eh bien voilà, je pense que ce serait pour nous important en interne de montrer qu'on a su mettre l'accent là-dessus, infléchir, être plus proche de nos clients, savoir les écouter et puis avoir la reconnaissance. Donc un vrai bel objectif. Un vrai bel objectif. Là, l'enjeu de ce rendez-vous aujourd'hui, c'était de mobiliser tous les managers. Ce que je remarque aussi, c'est que vous-même, vous mouillez la chemise autant que vous êtes. D'ailleurs, on va faire un JT qui pourrait être aussi utile pour les managers, qui sera diffusé la semaine prochaine au moment du démarrage de ces 3 jours. Donc, c'est aussi un rendez-vous que vous soutenez à 100%, chacun d'entre vous. On le voit bien. Un dernier petit mot. Vous êtes, par rapport à toutes les questions qui ont été posées, un petit mot de conclusion, un take-away derrière? Confiance, voilà. Confiance dans nos équipes, accompagnement de nos clients et capacité à passer la crise. Voilà, c'est seul le client, et je sais qu'il alerte beaucoup de monde, et il porte beaucoup d'inquiétudes, mais on a aussi 11 millions de clients qui sont là et qui ont besoin de nos conseils au quotidien, de la relation avec tous nos techniciens, nos équipes. Donc, c'est confiance dans nos équipes et capacité à leur montrer qu'on est au rendez-vous de leurs attentes, de leurs besoins et qu'on a envie de faire plus et mieux. Merci beaucoup, Laurence. Alors, 2-3 petites infos tutoriels pratiques. Vous allez pouvoir télécharger les kits managériaux dont on a parlé sur le groupe Yammer Info Live après ce direct. Et déjà là, semble-t-il, doit être écrit dans la conversation live, le lien pour pouvoir les obtenir. L'enregistrement de ce live qu'on vient de faire sera disponible sur la plateforme Act4Gaz la semaine prochaine. Et moi, je vous dis bonne semaine à tous et bon temps fort client à vous tous. À lundi prochain.